Salut, on est le samedi 10 août et il fait chaud. Je viens de finir de préparer mes mélanges de colza associés. Vous voyez pas la févrole ici parce qu'elle est mise dans une autre trémie. On va s'installer dans le bureau tranquillement. On va essayer de regarder, de parler de la moisson de blé et je vais voir si je fais des autres céréales avec. Allez, on bouge de pièces. Pour les tours de plaie des formations, vous connaissez, c'est le bureau. On se retrouve le matin. Allez, on va s'installer là. Avec les outils de travail, je vais charger tous les docs et puis on va discuter en regardant les chiffres en même temps. Faire un test aussi pour la qualité du son ou bien je le travaillerai après. C'est bon, on est installé. Donc on va parler des moissons de blé. Je voulais faire un bilan parce que c'était une année assez atypique également pour cette culture. On va remettre un peu dans le contexte, parce que je le fais pas très souvent. Par rapport au type de terre moyenne, ici c'est des terres, on a des terres très usantes, extrêmement usantes. C'est un facteur qu'il faut vraiment prendre en compte dans les coûts, dans le choix des machines, de type de pièces et autres. Et la réserve utile, je dirais que ça varie de 40 à 60 mm selon les parcelles, et ça varie vraiment directement selon la profondeur, c'est-à-dire qu'on a un peu d'argile dans les 15-17% sur l'horizon de surface. Et dessous, par contre, c'est de la glaise imperméable, acide, qui doit être à 4,5 de pH, donc inutilisable pour les racines. Et par contre, l'eau en fait filtre assez vite sur les premiers, on va dire, sur les premiers centimètres, sur l'horizon, on va dire, sur les 20-25. Et ce qui peut donner parfois des champs un peu filtrants assez rapidement, alors pas comme des argilo-calcaires ou autres, mais c'est pas des terres hydromorphes, on va dire. Mais par contre, à cause de cette couche de glaise qui est dessous, après l'eau, une fois qu'on va dire que c'est rempli, cette partie-là, c'est saturé en eau. Et après, on se retrouve avec des zones de mouillère partout, à mon avis, ça doit faire selon les vagues et les profondeurs. Donc on a des mouillères vraiment partout, des zones humides vraiment un peu partout dans une bonne partie des parcelles. On n'a pas beaucoup de parcelles sans zone comme ça. Et donc ça explique, entre ces zones de mouillère et les réserves utiles relativement faibles, ça explique en fait, vous allez voir, je vais faire afficher en bas le rendement moyen en blé sur les années passées. On se retrouve avec des moyennes en blé qui varient beaucoup. Donc c'est vraiment la quantité d'eau au printemps qui nous permet d'avoir une fin de cycle correcte en céréales. C'est-à-dire souvent on va avoir des céréales à peu près jolies et correctes jusqu'au mois de mai, des fois, et où ça se casse la figure même un peu avant. Et en fait, à chaque fois qu'on a un printemps sec, le rendement a tendance à s'effondrer. Vous verrez dans le graphique, il y a des années où on descend à 45 quintaux en blé parce qu'en fait il a séché complètement sur pied. Donc dès qu'on a un peu d'eau, normalement on est plutôt autour des 55 quintaux, on pourrait dire. J'ai rien à faire. Et les années, on a de l'eau. 2019 qui était notre meilleure année, ça finit 66 de moyenne. Alors, souvent dans les moyennes, ça cache des choses. Alors, je vous en avais parlé pour le colza, mais c'est encore au moins aussi vrai pour le blé. On a beaucoup de petites parcelles au milieu des bois, des woods, qui font même des années où certaines parcelles font 70. Celle-là reste à 45, 50. Elle décolle rarement. Donc, on a une partie des parcelles qu'on a arrêtées, qu'on va arrêter. Où on va semer, où j'ai déjà commencé à semer des bandes le long des bois, des haies pour arriver à niveler un peu tout ça. On voit 2020 44 quintaux, 2021 60, 2022 ça finit 43 parce que on s'est pris énormément de pluie et de grêle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je parlais du colza, c'est une année où le colza grêlé a fini à 18 quintaux et le blé autour des 44. Et toutes les moyennes, toutes les parcelles, là par contre, quand ça nivelle tout par le bas, il n'y a pas 4 quintaux d'écart entre les différentes parcelles. Il y avait un moment de coucher, on s'était pris 140 mm juste avant moisson. En 3-4 jours, je crois, ça avait fait beaucoup de dégâts. L'année dernière, on était pas mal, autour des 60 quintaux de moyenne. Voilà. Donc, si nous fait une moyenne, alors
ça fait des variations de quasiment 50% d'une année sur l'autre. Quand on peut passer de 44 à 60, ça fait des différences assez importantes. Donc ça fait une moyenne à 54, mais en fait, il n'y avait qu'en 2017 où j'ai fait 55 de moyenne. Et avant, c'était soit vraiment plus, soit vraiment moins. Donc vous l'avez compris, les facteurs limitants chez nous. Les dates de semis classiques des céréales, des blés, c'est mi-octobre. Faut pas semer trop tôt, faut pas semer trop tard. On va en parler d'ailleurs des dates de semis. Donc souvent on attaque autour du 15 octobre. Je trouvais que c'est une bonne date. En plus nous, ça nous permettait de faire toute la partie ACS là avant le 1er novembre. Et après, on attaquait tout ce qui était partie céréales en bio, les blés bio, qui eux ne doivent absolument pas être semés en octobre. Sinon au niveau ensalissement et maladie, on s'en sort pas du tout. Donc là cette année, bien sûr, ça n'a pas été semé en octobre. On verra, il n'y a que le triticale qui a été semé le 8 octobre, mais c'est sur un site différent, donc j'en parlerai vraiment à part. On va rester sur le blé pour l'instant. Donc rien de semé en octobre. Après, comme tout le monde, ça a plu. Et le premier créneau a commencé à se libérer, ça devait être autour du 20 novembre. Donc là, on a attaqué par les blés de tournesol, après les blés de colza, et après, ça fait blé dur, orge, blé dur, févrole, enfin, peu importe. Donc tous les blés ont été semés sur 3-4 jours à peu près. J'ai dû mettre 3 jours à peu près à semer les blés. Donc date tardive de blé. Donc ils ont passé tout l'hiver, ils n'étaient pas très beaux puisqu'ils ont eu les pieds dans la flotte réguliers avec des mouillères. Par contre, ce qui était bien, c'est que je voyais la levée et le cycle se passait quand même bien, même si on avait de l'eau régulier, qu'il y avait des zones avec de l'eau en surface ou autre. Mais au moment du semis, il y a un point vraiment important à noter, c'est que l'antécédent des parcelles, vous voyez, j'ai commencé fin 2016, donc on est là, à la fin de l'année, ça fera 8 ans que je suis installé, que je travaille de cette façon. Et en fait, je l'ai bien vu cette année. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo au moment des semis de blé où il y avait 2 parcelles en précédent tournesol où j'avais gardé le témoin de TCS. Et c'est dans ces parcelles-là que j'ai eu des soucis d'adhérence où ça faisait de la bouillasse facilement sur les premiers horizons de surface parce que le sol n'avait pas eu le temps de se restructurer correctement entre le semis entre les passages des chômeurs à disque au mois de mars, avril pour le tournesol jusqu'au mois de novembre. Donc au moment où je suis venu avec le chômeur à disque, là c'était plus compliqué. Toutes les autres parcelles qui étaient comme quasiment 100% de la surface, sauf les parcelles témoins, sans aucun travail du sol, là ça s'est très bien passé. Le semoir a très bien fait des semis de qualité. J'ai quasiment tout fait au semoir à disque, pour rappel. Le semoir à dents, j'ai pas voulu trop en faire, et en plus, pourquoi? C'est un semoir qui a il n'a pas besoin de puissance, mais en 6 mètres, le semoir à dents, il faut de l'adhérence pour le tracteur. C'est-à-dire que pour arriver, il y a une certaine inertie, et dès qu'on arrive dans les zones de mouillère, quand le semoir, pas quand le tracteur, quand le semoir arrivait dans ces zones-là, bon, le tracteur aussi en fait, mais là, on perdait en adhérence, et en fait, ça mastiquait un peu la surface. Et là, ça me plaisait pas. Je peux pas soulager en plus la pression depuis la cabine du semoir. Je pouvais mettre que les dents en flottant, mais là, ça sème plus du tout pareil. Donc, ça me plaisait pas comme boulot. Donc, j'ai préféré laisser le semoir à dents sous le hangar pour une bonne partie de la surface. Le semoir à disque a fait 75% de la surface aussi. Le SD 4000, c'est pas un bon semoir. SD fait pas partie, il n'a pas du tout les qualités de semis qu'on peut avoir sur des semoirs, on va dire, nouvelle génération, style le Slide Boss, l'Avatar, ou même plus vieux, les John Deere, les 750, qui ont des très bons placements de graines réguliers. Là, on va dire, c'est plutôt un tank, un bulle, c'est-à-dire qu'il est assez lourd, il passe, on va dire, un peu en force. L'avantage, c'est qu'il s'arrête, on va dire, sur la partie similaire, que c'est un des derniers semoirs à s'arrêter. Souvent, les autres ne peuvent plus passer quand lui peut arriver à semer. Et un des défauts de ce semoir, c'est que quand on a la terre un peu plastique, c'est-à-dire
trop humide en surface ou un peu trop chargé en argile, tous les possesseurs de ce semoir savent que les rangs qui sont derrière les roues du semoir, il y a une mauvaise fermeture de la ligne, puisqu'en fait, les disques ouvreurs ouvrent, ensuite le semoir roule. Alors il y a 4 roues, donc ça diminue la quantité de terre fine qui est disponible pour ces éléments-là. Et en plus, le poids du semoir est venu légèrement tasser le premier centimètre. Donc le double disque semeur derrière a du mal à fermer la ligne. Et c'est quelque chose que je voyais les 2 premières années, à peu près les quelques premières années. Je voyais que derrière les roues du semoir, c'était moyen. Mais j'ai longtemps voulu changer au début, mais en fait je l'ai gardé parce qu'il était sous le hangar. Et qu'après, une fois qu'on a un semoir à dents, ça devient un bon semoir à disque. J'essaie d'accélérer, je vois que je suis déjà à 10 minutes. Tout ça pour dire qu'avec l'antécédent des années, là, cette année, le réglage du semoir, c'est un semoir qui est assez lourd, qui fait plus de 5 tonnes, 5 tonnes 5 à vide. Donc avec les semences, on arrive quasiment à 6 tonnes pour 4 mètres, donc c'est lourd. Cette année, je l'ai réglé à ne quasiment très peu rentrer en terre, c'est-à-dire que je le retenais énormément par les roues, et en fait, il roulait, je le faisais rentrer juste de ce qu'il fallait, et pour le coup, j'ai pu semer une bonne partie des blés avec le tracteur qui fait la pulvée en pneu de 520, au lieu de pneus en 650, et honnêtement, ça l'a pas mal fait comme ça, donc j'ai semé une bonne partie des champs comme ça, et donc en le retenant, le semoir, le tracteur, rien n'a marqué, et pour le coup, je n'ai vu aucune trace de semoir à la levée des céréales pendant tout le cycle et à la floraison, chose que je peux pas dire dans les champs que j'ai vus dans certaines parcelles autour, où l'élevé était correct, était pas mal ou autre en combiné, et après on a retrouvé ces passages de semoir au moment de la floraison, de l'épiaison des blés, on retrouvait tous les passages de semoir. Donc là, ça montre que la structure a été abîmée et que l'enracinement n'était pas correct partout. Là où je suis content, donc, c'est que je n'ai pas du tout abîmé la structure pour tous les semis. Donc là, ça évite de se poser la question de la fissuration ou pas cet été. C'est une question à se poser qui est tout à fait légitime. Je pense que il y a beaucoup d'agris qui vont et qui doivent en faire cet été, et c'est pas une mauvaise chose. Il faut juste en avoir conscience, faire des observations et voir si c'est une étape nécessaire ou pas. Chez moi, je pense qu'honnêtement, ce n'est pas nécessaire. Et d'ailleurs, les blés qui étaient derrière les colzas au striptil ont le même rendu que derrière des colzas en semi-direct. Et je vais pouvoir le voir aussi sur la suite des événements, c'est-à-dire sur les colzas de blé et les blés de colza. Voilà, donc le SMI au final c'était pas mal passé. Par contre, j'ai jamais réussi à rouler. J'ai jamais réussi à passer le rouleau. Donc ça, c'était un peu embêtant pour la partie pierre. Donc on a fait un maximum de ramassage de pierre à la main. Mais voilà. Donc les blés sont finalement pas mal développés. C'était pas forcément très très beau. Enfin, on est habitué à ce qu'ils soient plus développés pendant l'hiver. Là, c'était pas le cas. Comme le cycle était décalé. Mais finalement, c'était relativement correct. Au début, on se dit, on va partir sur une année où les blés sont pas jolis, il va falloir faire une conduite économique ou autre. Sauf que c'était très humide, on avait beaucoup de pluie. Autant les années, on va dire, beaucoup plus sèches qu'on a eu pendant 3 ans, où la protection fongique avait apporté très peu de gains de rendement et encore moins en économique. On le voit bien en comparaison par rapport à nos blés bio, il y a des années, honnêtement. On trouvait la différence de maladies. Les variétés en bio qu'on a gardées sont plus rustiques encore. Mais honnêtement, les protections fongiques, on faisait une protection DFE. Et puis voilà, en mode d'assurance. Et puis c'est tout. D'ailleurs, c'est bien pour ça que cette année, vous allez voir, j'ai utilisé des matières actives que j'ai achetées il y a pas mal d'années. Donc je disais, une année vraiment humide où on s'était dit, les blés seront pas top, il va falloir y aller un peu à l'économie. J'ai fait un choix un peu, on va dire, un peu différent. J'ai commencé les fongies plus tôt que d'habitude. Alors avec des doses vraiment pas importantes, des quarts ou tiers de dose. Mais en fait, j'ai adopté une stratégie, je vous en ai déjà parlé pendant le reste de l'année. Je suis passé en 4 fois. D'habitude, je fais un passage. Là, j'en ai fait 4. Alors, le programme n'a pas forcément coûté beaucoup plus cher. On va voir dans les chiffres. C'est bon, j'ai chargé les infos dessous.
Je suis passé avec du Medco, de la Z, de l'Unitmax. Alors ça, c'était vraiment T0 parce que j'avais du piétin. En fait, j'avais observé un peu de piétin les années passées. J'avais un peu de verse localisé et qui était lié à ça. Et cette année, vu qu'on n'avait pas ramassé les pierres, enfin, on n'a pas pu passer le rouleau, on a ramassé les pierres à la main, on n'a pas pu passer le rouleau pour les silex. Donc j'ai fait du Nixmax qui m'a coûté 10 euros. Donc il y a eu 4 passages. Le deuxième passage c'était du Medco à Z. Ensuite en DFE du Comet Revistar et en protection de dépit, parce que bien sûr ça continue à pleuvoir pendant toute la floraison. Ça finit avec du Prosaro à 0,45. Donc le T0 coûte 10 euros. Le T1 20, le T2 37,50 et le T4 9 euros à peu près. Voilà, donc vous voyez, j'ai réussi à, je me suis cantonné à des prix comme de passage relativement faibles. En cumul, on doit quand même approcher des 60, on est quand même à 76 euros, vous voyez. Mais j'étais satisfait quand même de ce choix-là, parce que on le verra quand je vais parler des mélanges variétaux. J'ai vu des différences assez différentes, et on a vu sur les blés bio, les blés bio cette année sans protection fongique chimique. J'ai fait des produits de pur contrôle vote en 2-3 passages. Honnêtement, c'était pas foufou non plus. Ils ont fini complètement défolie en fin de cycle. C'était pas jojo. Là, il y a un mélange de variétés. Il y avait un peu de maladie sur les dernières feuilles à la fin. Et un autre, vous allez voir, qui lui, il est resté vraiment très vert jusqu'à la fin, impeccable, pas fait de maladie. Et vous allez voir, ça a eu un impact assez positif. Voilà pour la partie protection fongique. La partie fertile, j'ai revu ma copie aussi, donc c'était une année où tout était différent. En partie fertile, d'habitude, je mets à peu près 150 unités d'azote sur les blés. Alors c'est assez compliqué de mettre la juste dose, puisqu'une année, vous voyez, on fait 44, donc 150 c'est trop. Et une année, on monte à 60, 106 de moyenne, donc des parcelles à plus de 70, ça veut dire, et là 150, c'est court, c'est un peu court. Donc c'est assez compliqué de trouver la bonne dose, sachant qu'au moment où on sait que les blés dégradent en qualité au vote, c'est souvent au mois de mai-juin, donc ça fait longtemps que l'azote est soldé. Donc c'est très compliqué d'ajuster les doses d'azote. Cette année, vu qu'on s'est pris des gros amados, j'ai opté par une stratégie très différente. On va dire, j'ai vraiment fractionné tous les apports. Je vous en avais parlé, j'ai fait plusieurs vidéos, je vous ai expliqué pourquoi. On se prenait des gros amados à chaque fois de 100, 150 mm. Donc c'était assez pénible, et je me voyais pas du tout mettre 75 unités d'azote dans ces conditions-là, c'est-à-dire on allait venir saturer le milieu sol avec de l'azote. Ça allait être très très toxique pour les plantes. Donc elles avaient déjà assez de mal à s'en sortir comme ça. Dans le sol, il faut normalement à peu près un quart d'oxygène. Là, on les avait pas tout le temps, pour être honnête. Je trouve que ça s'est finalement pas si mal passé de par la porosité qui a été créée par les années, par la vie du sol mais par les racines. Donc, mais je voulais quand même éviter de saturer, d'avoir des risques de lessivage. Donc j'ai fractionné. Je finis à 145 unités en 4 passages. Voilà, je me suis amusé cette année. J'ai fait, de toute façon, vous voyez, 4 fongies, 4 passages, 2 désherbages et 1 pour les oligos en finissant ce passage de pulvé. Bon, je suis un peu plus enclin maintenant à multiplier, à scinder les passages par rapport à avant. Vis-à-vis de l'équipement que j'ai pour faire ces interventions, c'est un gain de confort et de performance qui m'a aidé à faire ces choix-là aussi. Si j'étais resté sur l'équipement passé, j'aurais peut-être été un peu moins enclin à faire ça. Mais bon. Donc j'ai fractionné en 4 passages. Je suis assez content de ce choix je l'ai expliqué un peu au cours de l'année. Ça s'est pas trop mal fini en protéines, on est correct. Alors il y a un mélange qui finit moins bien que l'autre en protéines, où il y a des endroits où je suis qu'à 17,5, 11. Voilà. Et d'autres, il y a un autre mélange où je suis largement 11,5, 12. Donc j'ai eu plus un effet mélange variétaux qu'autre chose.
J'avais peut-être fait dépendre plus d'azote, mais honnêtement, c'est pour ça que je vous ai expliqué avant que je voulais m'équiper, que je me suis équipé de FieldView, c'est qu'on fait des essais azote ou densité, ce genre de choses. Mais on note que c'est à peu près dans ce secteur-là, ainsi de suite, au moment de la moisson. Si on veut juste pour la protéine, il faut penser à se rappeler des jalons qu'on voit plus, ou ainsi de suite. Donc c'est pour ça que là, je vais avoir vraiment les calques graphiques des différents épandages d'azote, vu que ça se fait avec le pulvé, et pour avancer mieux sur l'amélioration de l'itinéraire technique. Des herbages, au SMI, il y avait eu, pas du tout au SMI d'ailleurs, je vous dis des bêtises, à 2-3 feuilles, parce que je désherbe rarement au SMI, encore plus cette année, puisqu'on cogne facilement les cultures chez nous avec les désherbages. Les champs sont propres maintenant, j'ai pas de gros soucis gras. Donc j'ai attendu ce stade de 3 feuilles, donc je pense que c'était désherbé en début d'année. Donc il y avait 1,5 litre de Dayco plus 1 litre de Défi et 0,15 de DFF sur les blés de tournesol. Et les blés de colza, j'ai rajouté, je crois, à peu près 1 litre de Défi. Voilà. Alors bien sûr, il y a eu le glyphosate hein, pour une bonne partie des champs. Il y a des champs, je ne l'ai pas fait pour des blés de tournesol, et c'est une erreur, c'est une bêtise, où j'ai fait que les tours hautes. Il y a eu un peu d'ensalissement, et je pense qu'il y a quelques pieds de gras dans les blés de tournesol qui sont venus de là. Pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns. Et le deuxième désherbage qui se fait début avril pour la gestion ambroisie, folle avoine et quelques chardons. Allier, 20 grammes d'allier et 150 grammes de radar, ce qui nous fait un passage à 29 € là. Voilà. Est-ce que j'ai le coût herbicide? Je vais vous le calculer. Voilà, donc le coût herbicide, je prends en compte le glypho avec les adjuvants, le Défi, le DFF, le Dayco, le radar, l'allier. On finit plus que ce que je pensais, on finit à 80, 82 €, 88 € à peu près. Voilà. D'ailleurs, pour le coup, ça nous fait un coût produit phytosanitaire à 170 €. Et Ferti 203, sachant que dans la Ferti, j'ai 150 kg de késérite, parce que j'aime bien apporter pas mal de soufre, même sur les blés. Il y a 75 unités de soufre sur les blés. Et pour rappel, sur les colzas, j'en mets 100. Je pourrais mettre moins, je pense que si ça se trouve, je pourrais réduire un peu la késérite. Mais c'est que je cherche de la magnésie. Voilà. Il y a un passage oligo, surtout pour le cuivre. Alors, je mets toujours un peu de bord et des coaminos. Ah oui, cette année, j'ai rajouté de la vinasse de betterave régulièrement aussi avec les différents passages pour aider un peu les plantes. Et aussi avec les oligo-éléments, donc principalement le cuivre et un peu de bord, un chouïa de bord, parce que ça aide à complexifier les oligos, dont le cuivre, elle va faire rentrer. Donc j'ai les analyses de sève avec, sans, pour vérifier ça. Ça fait 2-3 ans que je le fais, et ça valide bien la bonne prise en compte de ce passage-là par les plantes. Le cuivre, le bore aussi est bien assimilé, plus les quelques autres, puisque c'est un effet collatéral, principalement le bore avec et de la vinasse de betterave. Donc c'est pas un passage pour du vent. Je le fais de manière systématique, parce que sinon j'ai des problèmes de fécondité sur les épis, alors que les sols sont bien pourvus. Voilà, donc là on a parlé pas de ferti au SMI. Je fais plus de ferti localisé, il y en a plus besoin. Les premières années, je le faisais pour pallier un manque de retard de fonctionnement du sol ou autre. Mais ça fait plusieurs années que j'ai arrêté, et il n'y a aucun intérêt. Les dernières années, les modalités avec ne marquaient pas du tout. Cette année, je vais peut-être faire un peu d'organique par contre. Je veux faire quelques champs cibles et voir si ça marque sur la qualité. Et réduire, je cherche pour toutes les cultures à réduire l'azote minéral et à faire la bascule organique. J'aimerais bien tomber dans les 100-120 unités en azote minéral, et tout doucement faire l'avantage organique, sans qu'on apporte PK et autres oligos. Donc on a vu les différents éléments là. Il va nous rester les coûts d'intervention. Semi, j'ai compté 55 €. J'ai mis rouleau 8, non, il n'y a pas de rouleau. Passage de pulvé, il y a pas mal de passages. Ah non, 10 passages. Donc j'ai compté 150 € en charge de mes cas liés au pulvé, j'ai pris 15 €. Pendeur à engrais, il y a un seul passage, 7 €. Moisson, j'ai compté 70 à peu près. Ce qui nous fait un coût d'intervention mécanique de 270 €.
soit une décharge opérationnelle sur le blé de 400 €. Donc une marge brute de 700 €, et une fois qu'on retire les coûts d'intervention, on tombe dans les 410. Voilà, donc ce qui est, c'est pas fou. 5 tonnes, ah oui, le rendement moyen, donc on finit à 5 tonnes 5 de moyenne. Et donc ce qui est supérieur à ma moyenne pure annuelle. Donc c'est ce qui fait que je veux dire que je suis assez content de la direction qu'ont pris mes sols et mes itinéraires culturaux. C'est que cette année, pour le coup, les blés sont arrivés assez sains. Il y avait un rendement supérieur à ma moyenne, donc je suis assez content de ce point de vue-là. D'ailleurs, c'est le moment de vous parler d'une observation que j'ai faite. L'année dernière, j'avais 2 mélanges différents. Mon mélange ancien, où il y avait de l'unique, du Nemo, puis plein de vieilles variétés. Il y avait un peu d'aigle, d'armada, pas mal de rubisco, ce genre de choses. Et j'ai fait un autre mélange plus récent. Je vais essayer de retrouver ce qu'il y avait dedans. Voilà, j'ai retrouvé ma note. J'ai fait un autre mélange plus récent que j'ai pris chez un collègue. Absalon, Césario, Complice, Macaron, Sacramento. Alors, bon, pour certains, ça commence peut-être déjà à être dépassé, mais c'est que je m'étais... Avant, je n'accordais pas beaucoup d'importance sur la tête de blé. À chaque fois que j'en essayais en pur à côté, c'était toujours la même chose qu'on mélange. L'année dernière, les 2 mélanges ont fait la même chose. Je me suis dit, bon, bah, c'est le temps de bazarder mon vieux mélange, on passe sur le nouveau. Surtout que je l'avais un peu pollué, notre ancien mélange. Il y avait quelques grains de seigle qui étaient passés dedans, donc dans les champs de blé, il y avait toujours visuellement, il y avait toujours quelques épis de seigle. Bon, dans l'autre, il y a un tout petit peu d'orge. Là, cette année, il n'y est plus, je crois. J'en ai pas vu beaucoup. Ça a dû le cramer avec le désherbage. Donc l'année dernière, même rendement partout. Par contre, j'avais 2 variétés, j'avais 2 parcelles l'année dernière que j'avais semées plus tard. Au lieu de semer mi-octobre, j'avais dû semer ça début novembre, avec mon ancien mélange d'ailleurs. Et au niveau du rendement, c'était un peu en haut de tableau, alors que c'est des parcelles qui sont pas super. Et déjà, ça m'avait fait tiquer un peu. Et donc, ça nous amène à une observation de cette année. Le mélange récent cette année arrivait en fin de cycle, en mois de juin. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo, je ne me rappelez plus, c'était un short ou une vidéo normale. Je faisais un peu le point sur les blés mi-juin. Donc, il y avait assez en fin de cycle. Alors, est-ce que le mélange est un peu plus précoce, mais je suis pas sûr du mélange récent. L'Absalon, peut-être. Je m'y connais pas très bien en variété blé, je vous avoue. Le mélange plus récent était plus attaqué par les maladies, donc à conduite identique partout. Il y avait de la maladie sur les dernières feuilles. Vraiment, même sur la dernière feuille, on voyait de la maladie. C'était pas mortel, mais c'était pas nickel. Alors sur mon mélange plus récent, c'était à couper au couteau. Je vous ai montré cette parcelle. Les 3 dernières feuilles, 0 maladie, nickel. Il y avait rien de chez rien du tout. Donc ça m'avait marqué un peu. Les épis étaient beaux d'ailleurs. Et donc ça me l'a confirmé au moment de la moisson, c'est-à-dire que j'ai commencé par par le nouveau mélange qui représentait une majorité de la surface, 75% de la surface. On voyait toutes les parcelles faisaient alors les pires parcelles au milieu des bois qui d'habitude décrochent beaucoup, là, elles ne tombent pas en dessous des 50. Celle où il y a moins de haies monte jusqu'à 56 à peu près, voilà. Et puis après, je suis allé dans cette parcelle où il y avait que cet ancien mélange. Alors, c'était pas prévu de le semer. C'est que, alors, soit au moment où on a traité les semences, on a pris un ancien big bag qui a été traité, ou moi, quand en chargeant de nuit, j'ai pris un autre sac l'année dernière. Je ne saurais pas du tout dire comment ça s'est passé. C'est une parcelle que j'ai semée intégralement de nuit en plus. Celle-là, je m'étais même enfoncé. Je ne sais pas si vous avez parlé. Quand j'ai tourné au bout, j'ai tourné un tout petit peu, j'ai mis les roues en dehors du champ, à la limite d'un bois. Et là, je me suis enfoncé comme une merde au moment où je suis sorti du champ. Enfin bref. Et donc j'ai semé ça. Et au moment de la moisson, toutes les parcelles, je moissonnais au moins 6,5, voire 7 avec la batteuse. Et là, j'arrive dans cette parcelle. Pareil, je pousse le manche et là, je sentais que ça lui tirait comme vachement plus dessus. Bon. Chaque parcelle, j'enregistrais le rendement des tours et le rendement du centre pour voir à peu près l'impact des haies, des bois, mais aussi des tournières qui peuvent avoir un peu de tassement. Donc là, c'était le but d'avoir le coloriage de la carte. Ça, c'est une parcelle honnêtement qui a des bois sur 3 côtés, une grosse mouillère au milieu. Donc autant dire que c'est loin d'être dans les meilleures parcelles. Et celle-là, finit tout à fait en haut de tableau.
tout le centre de la parcelle, donc tout ce qui n'est pas en bordure de bois ou autre, fait un bon 70 quintaux. 3 points de PS en plus et 1 point de protéines. Alors là, pour le coup, c'était vraiment la surprise. Et donc large, très pour le coup, en protéines, on était largement bon. On était à 12 de protéines quasiment, avec, vous voyez, avec 11,5, 12, avec les 145 unités, avec une bonne partie à plus de 70 quintaux, donc je suis assez content. Donc j'ai regardé de ce mélange, je pense qu'il va falloir que je tardifie un peu les semis, il va falloir que je les décale. Faut que je sème vraiment fin octobre, début novembre, ça se trouve. Alors on verra selon les conditions. Je pense qu'on a dû faire à peu près le tour. On a parlé des herbages, on a parlé fertilisation azotée, on a parlé fongi, fertilisation autre, qualité de semis. Il n'y a qu'une parcelle que je n'ai pas gardée en blé cette année. Dans ma parcelle la plus mouillèreuse, c'est-à-dire il y a un gros tiers de la parcelle qui est en mouillère, il n'y avait rien du tout. Voilà, j'ai fait déclencher l'assurance récolte. Je pense que j'ai exposé le temps pour la vidéo. Je voulais essayer de faire court, mais c'est assez compliqué de faire tout court. Il y avait beaucoup de choses à dire sur la partie blé. Donc on parlera de l'orge, du blé dur, du triticale à un autre moment. Qui sont des cultures minoritaires, parce que souvent il n'y a que le triticale qui est en grande surface, sur un site spécial où je vous parlerai. Les autres, c'était vraiment des toutes petites surfaces, donc assez peu d'impact financier. Voilà, le blé à venir. Si les densités, j'avais pas augmenté beaucoup les densités de semis, j'en ai pas parlé. J'étais resté, d'habitude je mets entre 240 et 260, là j'ai semé à 320. C'était largement assez épais, ça sert à rien de semer plus épais. L'année prochaine, je vais mettre laisser en place densité de semis fertile avec les cartons. Voilà, je vais arrêter là parce que déjà on verra le nombre de personnes qui restent à la fin de la vidéo. Allez, salut.